Bonjour à toutes et tous, re-bienvenue à l'AIM pour ceux qui sont en ligne et ceux qui sont ici. Je m'appelle François Manin, je suis journaliste à la rubrique Tech de la Tribune et j'ai l'honneur d'animer cette table ronde sur les secteurs en avance dans dans l'intelligence artificielle générative. Le but de cette table, quand on l'a pensé, c'est de rentrer par des exemples concrets et aussi d'avoir des personnes qui sont en charge de la stratégie en IA dans leurs organisations respectives à différents niveaux. Et voilà, que vous ayez une idée des premières avancées et des premières réflexions sur l'IA générative. Alors à table, je reçois Philippe Corot, qui est cofondateur et CEO de Miracle. Bonjour. Bernard Gavgani, qui est CIO et membre du comité exécutif de BNP Paribas. Bonjour. Raphaël Marichet, qui est CSO Europe du Sud chez Palo Alto Networks. Bonjour François. Et Virginie Galindo, qui est Head of Discipline Data et Algo chez Thales Digital Factory. Bonjour, bonjour. Voilà, donc peut-être pour une petite introduction, je vais commencer par Philippe et on va faire le tour. Il y a ChatGPT qui arrive, donc fin 2022. Comment est-ce que vous réagissez en tant que dirigeant ? Alors déjà en préambule, si vous permettez, j'aimerais juste dire un petit mot sur le discours de M. Breton tout à l'heure. J'ai trouvé ça très inquiétant et je suis extrêmement surpris par sa méconnaissance des entreprises. Contrairement à ce qu'il a dit, on est en retard sur le cloud, on est très en retard et j'ai peur que ça devienne la même chose sur l'AI, ce qui serait vraiment un gros problème. Je vais aller très vite, mais je trouve que sa vision des entreprises privées qui ne défendraient que leur propre intérêt date à peu près du 19e siècle, qu'aujourd'hui les entreprises privées, elles se soucient de l'intérêt général. Les projets d'ailleurs de Xavier Niel et de M. Saada le prouvent, ça le démontre complètement. On peut s'interroger aussi sur quels sont les intérêts de certains politiques. Et aujourd'hui, les initiatives, par exemple, qu'a prise l'Europe pour concurrencer Google, c'était quoi ? C'était Quant. Personne ne l'utilise, vous le savez. Et je pense que là, si on veut faire une régulation, il faut une régulation mondiale. Et que l'attaque qui a été faite contre Mistral est aberrante. On a la chance d'avoir des entreprises comme ça, qui sont des entreprises qui aujourd'hui nous offrent peut-être l'opportunité de se mettre au niveau des Américains et d'OpenAI. Et j'ai trouvé que c'était un drôle de soutien aux startups. Donc maintenant, pour répondre à votre question sur ChatGPT, nous, quand j'ai utilisé pour la première fois ChatGPT, ça a été un choc. Ça a été un choc, comme la première fois que j'ai utilisé Internet. Ça a été un choc parce que ça m'a donné le sentiment qu'on était face non pas à une révolution industrielle, mais presque à un changement de civilisation. Le changement que va apporter dans la société, pas uniquement dans les entreprises, dans le business, mais dans la société, ChatGPT ou OpenAI, l'intelligence artificielle, est absolument colossal. Et je pense qu'aujourd'hui, on aurait vraiment intérêt à s'y préparer, beaucoup plus que ce qu'on le fait aujourd'hui, à ces changements de société qui vont être extrêmement rapides. Ce n'est pas ça va pas être, souvent on parle de la destruction créatrice de Schumpeter, mais là ça va aller trop vite. C'est plus qu'une révolution industrielle. Bernard ? Alors moi je ne veux pas critiquer quelqu'un, je pense que tout le monde a raison, parce qu'on regarde ce problème ou cette opportunité des différents angles et chacun voit de la manière dont est impacté. Pour la première fois, quand on m'a parlé de ChatGPT, d'ailleurs c'est un de mes collègues qui est ici présent un dimanche après-midi, il me dit tu as vu quand même ce qui a été lancé. Le temps de quelques secondes, je me suis trouvé une machine. Moi, je suis à la tête d'une équipe d'informatique et d'informaticiens de 40 000 personnes. Donc, je me suis trouvé en face en pensant qu'il y avait maintenant un ordinateur devant moi et du matin au soir, je travaillais avec cet ordinateur. Je n'avais plus du tout de relation avec des êtres humains, ce qui n'est pas du tout ma nature. Globalement, pour revenir à ChatGPT dans les entreprises, comme la plupart des entreprises, on a commencé à travailler sur l'univers de l'intelligence artificielle depuis très longtemps. Nous, on a environ 1000 cas qui sont installés, qu'on est en train d'utiliser. Effectivement, on prend ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de motivation. Et on va étape par étape. D'accord. Merci. Raphaël ? Alors nous, on s'est dit, tiens, pour la première fois, les gens vont en parler. Ça va sortir notre domaine d'expertise. Parce qu'en cyber, l'IA, on en fait depuis plus de 10 ans. Et là, pour la première fois, tous les membres du COMEX, même les non-informaticiens, vont vouloir s'approprier le sujet, vont vouloir avoir un avis sur la question, les investisseurs, les actionnaires, et vont demander à leur entreprise d'utiliser l'IA pour augmenter leur processus de production. Donc on est dans une posture, face au superlatif de cette matinée, dans une posture plutôt d'accompagnement,
de remettre du rationnel face à des superlatifs pour garantir que le retour sur investissement va être là et va être pérenne et durable. Et Virginie, et je pense que je peux aussi vous enjoindre à la suite de la conversation qui est, voilà, on a ces outils et est-ce qu'on les met dans les mains des employés et comment on les met dans les mains des employés? Oui, alors tout à fait. Donc, je travaille dans une entité au sein de Thales qui accompagne la transformation du groupe. Donc, évidemment, une technologie comme ça qui arrive, c'est un sujet pour nous. Lorsque ChatGPT sort, ça frémit. Ça frémit de partout. Thales, c'est un groupe de 80 000 personnes, 40 000 ingénieurs, 5 000 chercheurs. Donc voilà, tout le monde a envie, évidemment, c'est un groupe qui est très technophile. Tout le monde a envie de tester. Et donc finalement, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'essayer de se poser la question de quelle serait la réelle transformation d'un outil pareil. C'est-à-dire d'essayer de s'affranchir finalement de tout le hype, de tout le buzz et de se dire, OK, nous on a une population d'ingénieurs, on a des designers, on a des architectes, on a des développeurs, voilà, des gens qui sont très pointus sur du hardware, du software. Comment ça va les impacter? Puisque moi, je suis plutôt sur le sujet de la transformation interne des outils, des pratiques, de la culture, finalement, de travail. Donc, c'est plutôt sur ce biais-là qu'on a décidé de travailler. Je développe. Oui, je veux bien. Pour le coup, on va après passer justement concrètement. Donc, vous voyez ça arriver, ça frémit. Et concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les premières mesures? Alors concrètement, comment est-ce qu'on canalise des gens qui ont hyper envie d'utiliser la techno? Donc dans mon équipe, j'ai la chance d'être dans une organisation qui est apprenante, 10% du temps dédié à l'apprentissage, tous les mardis matins, voilà, on teste. Voilà. Donc dès que ChatGPT est sorti, on a mangé tous les mardis matins du LLM, du fine-tuning, voilà, on ne parlait que de ça. On a réalisé des objets technologiques aussi, des expérimentations, afin d'essayer de se poser la question de comment est-ce qu'on pourrait répliquer ou bénéficier de la génération de... Alors, allons sur des sujets concrets. Génération de code, génération de documentation, capacité à vérifier un match entre ce que nous demandent nos clients et ce qu'on réalise. Voilà. Donc, c'est ce genre de questions très pragmatiques en fait, qu'on a essayé de résoudre. Philippe, je sais que vous aussi... Non, pardon, Bernard, vous voulez réagir? Non, allez-y, allez-y. Philippe, je sais que vous aussi, vous avez une approche très ouverte, pour le coup, sur ces outils-là. Oui, effectivement. Nous, quand la première question... Alors, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on travaille aussi sur un modèle, parce qu'on est une équipe d'une vingtaine de personnes qui travaillent uniquement sur les sujets d'intelligence artificielle, qui sont vraiment dédiés à nos métiers. Mais avec ChatGPT, on a vu que voilà, ça avait fait un tel gap que nous, on ne pouvait plus, on était obligé de l'utiliser. Donc les deux questions qu'on s'est posées, c'est comment est-ce que ça va nous permettre d'apporter des outils à nos clients qui vont leur permettre de faire plus de chiffre d'affaires online? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que ça peut nous permettre, nous, en tant qu'entreprise, d'optimiser nos processus et notre productivité. Et par exemple, on a fait un exercice, on a développé un logiciel sur lequel on travaille depuis maintenant 7 ans, qui occupe une quinzaine de personnes chez nous. Et j'avais l'intuition que, basé sur OpenAI, on peut faire le même produit en 5 mois avec 5 personnes. Donc on a mis les 5 personnes dans une war room et ils ont essayé de faire la même chose. Et ça a marché. Donc on voit complètement la transformation qui va s'opérer dans les entreprises tech, aussi bien que dans les outils qu'ils vont mettre à la disposition de les clients. Bernard? Alors, moi je voudrais dire, je travaille dans une entreprise de plus de 200 000 personnes dans le monde entier. On opère dans 86 pays. On a 86 régulateurs avec toute une série de contraintes qui sont posées. Notre premier objectif, c'est la protection des données de nos clients. C'est constamment, c'est la question qu'on se pose à chaque fois qu'il y a une innovation, que ce soit l'IA générative ou peut-être encore plus d'autres choses. Donc, typiquement, on travaille autour de ça. Alors, on a lancé quand même un certain nombre d'initiatives pour faciliter d'abord et avant tout l'interaction avec nos clients. Qu'est-ce qu'on apporte comme une vraie valeur ajoutée à nos clients et comment on simplifie, facilite l'utilisation de l'intelligence artificielle pour nos collaborateurs pour mieux interagir autour de ça. Alors, je peux vous donner plusieurs exemples, si vous voulez, plus tard, mais c'est dans cette philosophie et dans cette organisation qu'on essaye de déployer, développer, adopter quand il existe à l'extérieur, quand on a besoin de nous-mêmes. On a
1000 personnes aujourd'hui qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. On a 700 data scientists qui travaillent autour de ça. Mais il n'y a pas que ça. Dans un système d'intelligence artificielle, il faut véritablement travailler sur la qualité de données qui sont dans les grandes entreprises. Ce qui est plus important, c'est que qu'est-ce qu'on met dans la machine pour récupérer quoi et comment on fait confiance autour de ça, comment on arrive à tracer les idées et les décisions qui sont prises derrière ça. Raphaël, je pense que vous avez un peu écho dans ce discours-là, vu que vous avez des industries aussi... Oui, d'autant plus que les usages finalement sont spontanés. Il y a 2/3 des usages professionnels en France au printemps, d'après un sondage auprès des Français professionnels, qui se font dans le dos de leur employeur finalement. Et les salariés l'ont fait d'initiative. Donc la première étape pour nous avec des outils de cybersécurité, ce sera de révéler quels sont ces usages pour faire face à 3 risques. Tu évoquais le risque des gisements de données potentiellement sensibles qui sont consommés par des IA. Je pense aussi, si on est une banque d'investisseurs par exemple, le risque qu'un chatbot donne de l'information à valeur financière qui sera utilisée par un opérateur pour prendre des décisions, qui mettrait en risque de conflit, de délit d'initié, parce qu'on ne sait pas quelle est la source de ces données. Ça peut être dangereux. Le deuxième risque, il est opérationnel. On va reposer sur des services fournis par des tiers. On ne peut pas tout maîtriser en interne. Donc des tiers dont on ne connaît pas la pérennité. Et le troisième danger, il est cognitif. Les processus métiers, les processus de production vont être augmentés ou ajustés par des résultats fournis par des IA dont on ne connaît pas finalement aujourd'hui la fiabilité. Philippe, vous vouliez rebondir? Oui, parce que effectivement, la protection des datas, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est pour ça que nous, on travaille avec des clusters privés sur lesquels on travaille avec Microsoft. Et nous, on a fait le choix de mettre tous les outils de l'intelligence artificielle dans les mains de tous nos collaborateurs. Et un petit peu, comme vous le disiez tout à l'heure, nous, on leur demande de passer au moins 1 heure par jour à utiliser ces outils. Ils ont un budget illimité pour ça. C'est un budget qui est illimité. Pour justement les maîtriser, se les approprier, évidemment toujours avec un souci de la protection des données. C'est pour ça d'ailleurs que notre CISO surveille, doit donner son accord avant l'usage de chacun des outils. Virginie, ça m'intéresse, du coup, vous, comment vous avez construit ça? Oui, alors pour rebondir, nous, assez rapidement, on a décidé d'explorer en fait 3 cas d'usage. Donc l'assistance aux développeurs par le code, donc mettre à disposition un compagnon sur nos environnements de développement. Le deuxième chose, c'était de faire un web chat interne. Excusez-moi, je me demande, mais du coup, vous avez créé vos propres outils? Oui, voilà, on a développé nos propres outils. Et donc, voilà, donc le premier, c'est Code Assistant. Derrière, on travaille aussi avec l'API d'OpenAI, puisqu'en fait, on a un partenaire privilégié avec Microsoft. Et donc, très tôt, on a eu accès finalement à cette API. Donc là, je reprends le Code Assistant, le web chat. Et la troisième chose qu'on essaye de faire, parce que évidemment, on est très sensible sur les aspects de confiance envers nos clients et puis même dans les activités internes, on travaille sur du réentraînement de modèles, sur le corpus documentaire Thales. Et pour le coup, on est sur des outils qu'on maîtrise. Alors, on choisit un open source, on vérifie sa réputation évidemment, et on travaille vraiment l'ingénierie qui est comment on réentraîne, comment on déploie sur nos propres systèmes, nos propres infrastructures qui sont beaucoup plus sensibles qu'un cloud public. Oui, et donc du coup, comme vous m'aviez expliqué dans les discussions qu'on a eues avant, c'est des outils qu'on met d'abord dans les mains de certains employés et après pour les... Absolument. Alors juste pour, si on parle d'échelle, en fait, du coup, Miracle, je ne sais pas combien de personnes, mais nous, donc un grand groupe qui est quand même très précautionneux, on est sur quelques centaines d'utilisateurs pour ces outils-là. Évidemment, c'est regardé de près par notre CISO et en même temps, on construit notre cadre de confiance. On le construit sur ses aspects légaux, sur ses aspects techniques, sur ses aspects... Voilà, on est vraiment sur l'analyse de risque et on ouvre petit à petit à de nouveaux utilisateurs et on regarde effectivement quels sont les nouveaux risques qui peuvent se présenter. Bernard, je me tourne vers vous. Je sais que vous, justement, vous avez aussi cette approche par des projets qui sont dans des serveurs dédiés à l'expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors nous, on a notre propre univers de développement et notre propre univers d'entraînement de nos modèles ou les modèles qu'on prend pour une utilisation à l'intérieur de l'entreprise, toujours pour des données. Vous savez, dans une banque, vous avez des données normales, des données confidentielles, des données secrètes. Donc on ne peut pas mélanger tout ça, mettre à la disposition de tout le monde ce type de données. Donc il faut que ça soit bien identifié qui a accès à quoi et pour quoi faire et pour quel usage. Ensuite, ça c'est la partie utilisation interne.
Ensuite, il y a l'arrivée de ChatGPT. On a ouvert un certain nombre d'expérimentations pour une utilisation de données publiques appliquées dans notre monde. Par exemple, lorsqu'on va utiliser le RSE, des données RSE pour remplir des formulaires, on utilise cette partie-là. On a essayé de voir jusqu'à quel point on peut améliorer les principes de traitement de nos clients, mais plutôt dans les domaines publics. Mais en revanche, à l'intérieur de la banque, on utilise nos propres systèmes, par exemple, pour accélérer, automatiser les demandes de crédit. Vous savez, quand il y a des actes, disons, des achats, des biens, des documents des notaires sont un nombre considérable avec des différents formats, on utilise les modèles pour pouvoir aller chercher sur 300 pages exactement les données dont un employé de la banque ou un conseiller a besoin pour pouvoir mieux interagir avec le client. Dernier exemple que je voudrais prendre, c'est dans notre activité de asset management. On est en train d'expérimenter comment on peut utiliser IA générative pour pouvoir analyser de manière plus pertinente les données ou des investissements de nos clients et comment on peut expliquer les différents choix qui sont faits, mais toujours dans une compréhension de celui qui utilise, pourquoi il utilise, d'où viennent les données et pourquoi faire. Je pense, Raphaël, vous avez aussi ces enjeux sur les cas d'usage dans la cyber, avec des gros volumes de données. Oui, alors pas que pour nous, pour tous les utilisateurs de nos logiciels qui embarquent de l'IA pour la cyber. L'IA générative, finalement, elle réinvente le dialogue entre l'homme et la machine et elle abaisse ce prérequis d'expertise, elle enlève cette barrière pour pouvoir piloter la machine. Et l'enjeu aujourd'hui face aux cyberattaquants qui, au passage, enfoncent une porte ouverte, ils ne s'embarrassent pas de la régulation, les cyberattaquants, pour utiliser l'IA. Hein. Donc l'enjeu face aux cyberattaquants, c'est soit je recrute 2 fois plus dans mes effectifs de cyberdéfenseurs à peu près tous les 3 ans, c'est pas possible. Les études aujourd'hui, globalement, estiment qu'il manque à peu près 4 millions de professionnels au monde sur le marché du travail en cyber qu'on n'arrive pas à former. Autre solution, on utilise l'IA générative pour mieux piloter la réponse aux incidents. L'IA générative va vous proposer des solutions de remédiation en regardant, par exemple, l'historique de ce que vous avez déjà réalisé avant. Elle va vous dire, bah tiens, ça fait 5 fois que je vois cet incident dans ton entreprise et tu as proposé cette remédiation pour les 4 dernières fois. Veux-tu cette fois-ci faire cette remédiation? Oui. Je clique sur oui. Après, ah bah tiens, pour la prochaine fois, veux-tu que j'arrête de te poser la question? Je le fais pour toi. On va gagner un temps fou. Et pour le régulateur, pour le coup, c'est une vraie demande. Le RGPD oblige les entreprises à notifier les compromissions de données personnelles sous 3 jours. Aujourd'hui, le temps moyen pour fermer la porte à l'attaquant, c'est 6 jours. On a un problème. Il faut réduire ce délai. Alors, ce que vous avez dit, ce qui est intéressant, c'est qu'en cybersécurité, du coup, il y a cet enjeu. De toute façon, il y avait un manque d'employés. Et donc, l'IA permet d'accélérer face aux attaquants et donc ne pique pas d'emploi. Mais il y a toujours cette question qu'on va se poser forcément. L'IA générative arrive. Comment on se pose la question de l'emploi? Philippe, vous avez donné cet exemple où vous allez beaucoup plus vite. Donc, comment est-ce qu'on fait Non, mais clairement, l'IA générative va poser des questions de... Il y a une étude de McKinsey qui disait que 50% des tâches de 70% des salariés vont pouvoir être remplacées par l'IA générative. C'est une question de société. Il faut en tenir compte. Comment est-ce que les sociétés vont réagir au chômage de masse? Comment on va faire? C'est des vraies questions. Aujourd'hui, on forme des métiers qui n'existeront plus dans 5 ans. Il faut vraiment en tenir compte. Tout à l'heure, il y a des politiques qui sont exprimées tout à l'heure. C'est des sujets qu'il faut absolument traiter. Après, juste pour finir, une fois, Jack Ma m'a dit il ne faut pas avoir peur de la technologie. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Le fondateur d'Alibaba, il m'a dit il ne faut pas avoir peur de la technologie. Si vous avez peur de la technologie, c'est que vous êtes trop vieux. Donc, je voulais juste réagir. De toute façon, quand on sort de l'école, quelques années après, une grande partie de ce qu'on a appris ne sert à plus rien. Donc apprendre et apprendre et apprendre, ça a toujours été le ADN des informaticiens, mais de toute façon de tout le monde. Il y a des métiers qui vont disparaître, il y a des métiers qui vont arriver, mais considérablement. Donc il ne faut pas avoir peur que les métiers vont disparaître. Je pense qu'il faut penser qu'aujourd'hui, on va travailler plus intelligemment grâce aux outils que nous avons et probablement être beaucoup plus pertinent si on est intelligent. Je suis assez en phase. Je suis convaincu qu'il faut recentrer l'humain sur son cœur de métier dans la division naturelle du travail entre l'algorithme et l'humain. Là, une IA est en train d'écouter nos paroles, les retranscrire, préparer un résumé, l'envoyer par mail à la fin de ces conférences.
face à une cyberattaque, une fois que l'incident a été traité, une fois que l'attaquant a été mis dehors, l'IA va générer le rapport d'incident avec des beaux graphiques, l'envoyer par mail avec un résumé managérial, mais l'humain, lui, il sera toujours nécessaire pour l'expliquer au COMEX, pour expliquer à l'actionnaire, pour expliquer à l'investisseur, proposer du décisionnel, des choix de décision, pour faire du collaboratif, pour travailler ensemble, et puis surtout pour remettre la sensibilité du métier, de la stratégie de l'entreprise. Et ça, l'IA ne pourra pas le faire. Bien sûr, mais je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas se mentir. L'IA commoditise l'intelligence. Donc ça va être un problème. Et par exemple, si on prend l'exemple des voitures autonomes sur lesquelles travaille Tesla, aujourd'hui basées sur l'intelligence artificielle, ceux qui ont acheté l'ordinateur le plus puissant du monde, c'est Tesla. Ça veut dire que techniquement, aujourd'hui, il y a 2 millions de chauffeurs Uber qui potentiellement vont être remplacés par 250 data analystes basés dans la Silicon Valley. Ça va être un sujet. Mot de la fin pour Virginie. Oui, peut-être une vision pragmatique, toujours du côté de Thales. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de voir à quel endroit précisément et de manière presque chirurgicale la générative AI va pouvoir venir aider les différents métiers. J'ai parlé de diversité de métiers. Et vraiment, nous, notre espoir, c'est au-delà de la performance, l'automatisation, etc. C'est surtout la créativité. En fait, c'est aussi ça qu'on recherche, c'est pouvoir augmenter la créativité des personnes qui travaillent pour Thales, en fait. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci. On est malheureusement au bout. Et puis, voilà, je vous souhaite. Merci. Et juste après, sur scène, on va accueillir Anne Bouvreau. Et ce sera encore moi à l'animation. Merci.